Salut Héloïse. Allô, allô, Alex. Alors, merci d'être là pour cette deuxième épisode de la saison 3 du balado La Main Verte. Comme je le disais, c'est un balado qui se veut inspirant et éducatif. Et on a vraiment de la chance que tu sois là. Je pense qu'on va le découvrir au fur et à mesure. Alors, parle-nous peut-être au sens large de comment on réussit sa fertilisation pour... je prends l'exemple des tomates, mais ça peut être autre chose. Oui, ben en fait, la première chose, c'est vraiment de comprendre son sol, dans quoi on va cultiver. Fait que on travaille pas de la même façon qu'on cultive dans un terreau en pot ou qu'on cultive en plein sol. Puis c'est sûr que si on comprend pas bien les caractéristiques physiques puis chimiques de notre sol, on comprend pas comment ça se comporte, ben souvent on a tendance à faire à ajouter des ingrédients, ajouter des fertilisants, puis à pas obtenir dans le fond des bons résultats parce qu'on y va un petit peu à l'aveuglette. Fait que sans trop connaître le sol de façon très précise, il y a quand même des indicateurs des fois, que ce soit le type de mauvaise herbe qu'il y a, comment après une pluie, ça se comporte dans notre sol. Donc, ça nous donne des petits indices qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir choisir peut-être un produit plus approprié ou savoir comment bien l'appliquer pour justement maintenir la santé du sol plutôt que de causer là, des problèmes. Là. Fait que je te dirais que la base, c'est vraiment de bien connaître là, son terreau ou son sol. Excellent. Puis on a 1 heure, puis là, honnêtement, prenez votre petit carnet de notes si vous regardez ce balado en asynchrone. Vous pourrez faire des pauses parce que je sais déjà qu'on va aller très technique grâce à Ah, toi, Hello. j'ai essayé de faire attention. On a aussi, on a aussi un support visuel, mais on fera attention à ce que ceux qui nous écoutent par audio, on décrit un petit peu ce qu'on voit. Oui. Et peut-être te présenter rapidement parce que depuis 1 an, je pense, tu travailles pour le groupe Innovo. Oui, c'est ça. Je travaille en fait pour la division Actisol. Je suis responsable de la recherche et développement puis du support agronomique. Donc, c'est autant la science derrière les produits, comme présentement, je suis en train de revoir selon les nouvelles normes de fertilisation toutes les indications. Fait que quand vous prenez des emballages d'engrais, puis c'est indiqué mettre tant de tasses par mètre carré, ben, en fait, il y a des calculs derrière ça et c'est moi, dans le fond, qui fais ça là, chez Axol. Puis on essaie toujours d'être justement à l'affût de des nouvelles connaissances. Puis l'objectif, c'est d'éviter de surfertiliser, puis essayer de penser aussi à des trucs, puis des modes d'application, des conseils qu'ils vont faire pour l'ensemble des jardiniers. Ce qui est très difficile parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ben, au niveau des sols, c'est pas... les sols vont varier énormément, donc il faut penser pour la majorité des gens pour être sûr d'avoir des bons résultats sans causer de problème. Enfin, qu'on va parler des engrais organiques, on va parler des engrais, j'ai appelé ça liquide pour pas dire marin ou acadie dans votre cas, le nom de votre marque qui représente Ouais, cette gamme-là. On va parler des engrais minéraux que j'ai découverts assez récemment et j'espère en apprendre plus aujourd'hui. On va parler des mélanges, je pense. C'est quoi ces mélanges, le 2 tiers, 1 tiers, le moitié-moitié, le Actifras, mhm, Actisol, et cetera, pour voir justement c'est quoi les découvertes que vous faites ou que l'industrie fait au sens ouais, large. Peut-être qu'on essaiera de parler économie de coûts, parce que je pense que c'est oui, un sujet pour beaucoup qui fait peur quand on parle de tous ces produits qu'on voit au ouais, centre de jardin. ouais. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler du Québec, notre réalité climatique ou géographique? Un jardinier qui vit au Québec, il doit savoir quoi de la météo ou de ses sols? En fait, c'est ça, c'est que le Québec a la particularité, on a un grand territoire, donc on a vraiment des grandes variations de climat. Puis ce qui change énormément, en fait, c'est de un, les types de sols. Puis les gens vont se reconnaître. Quand on reste autour de la vallée du Saint-Laurent, souvent on va avoir des sols qui vont être plus argileux, puis plus on va reculer, plus on va aller dans des sols qui sont peut-être un peu plus sablonneux, que des fonds de roche qui sont plus élevés. Donc la profondeur de sol va être différente. Puis ce qui fait une grosse différence aussi, puis qui vient influencer, entre autres, beaucoup de paramètres de la fertilisation, c'est la durée de la saison de croissance. Fait que c'est sûr que
quand j'ai à supporter à Montréal, par exemple, un plant de tomates qui va croître pendant plus de 4 mois, ben si je veux maintenir des bons résultats, je vais avoir à faire plus d'applications que si, par exemple, je suis sur la côte nord et que ma saison de croissance va être raccourcie. Fait que c'est quelque chose, dans le fond, c'est que on a toujours comme à adapter justement ce qu'on trouve comme information aux réalités de notre région. Puis, dans le fond, on entend souvent parler là, des zones. Ben, moi, je suis 3B, 4B, 5B. Fait que, oui, ça va nous indiquer un petit peu là, entre autres sur les niveaux de température moyens là, qu'on va obtenir pendant la saison. Donc, souvent, ça va nous guider sur le choix des différentes variétés. Ben, peut-être que je peux me permettre de mettre des variétés qui sont plus exigeantes au niveau température parce que je suis dans une zone où est-ce que c'est plus élevé. Puis à cela vient s'ajouter le fait qu'on a des précipitations au Québec. Donc, on a des précipitations de neige des fois dans des zones qui sont peut-être un petit peu plus un peu moins rustique. Fait que, mettons, je suis dans le 3B, mais j'ai tellement une grosse couverture hivernale que ça va préserver mon sol, ça va préserver mes plantes pérennes. Donc, ça, encore là, ça va me permettre beaucoup plus de latitude sur ce que je peux cultiver dans mon milieu parce que, justement, je bénéficie de cette couche hivernale-là. Si j'essaie de faire tu peux m'arrêter n'importe quand, là, Alex, je suis... J'essaie. J'essaie de Vas-y. résumer ce que je comprends. Oui, Déjà, la première chose que tu dis, c'est plus ma saison est longue, plus j'ai d'applications à faire. oui. Parce que dans le fond, tu vas pouvoir vraiment, puis faites juste le parallèle, par exemple, avec les producteurs en serre. Eux autres, des tomates, ils vont en faire sur plus que 6 mois. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables d'avoir des températures au-delà de 20 quelques degrés pendant cette période de temps. Fait que c'est pour ça que si j'habite, par exemple, dans une région qui est très chaude, je suis dans le coin, par exemple, justement, là, de Montréal, ben là, à ce moment-là, souvent, mes plants de tomates, là, j'ai pas de gelée avant le mois d'octobre. Fait que peut-être que je peux produire jusqu'au mois d'octobre. Fait que ça va faire en sorte que je vais peut-être faire une application d'engrais au mois de septembre pour supporter ce un mois et demi de plus là, que je vais pouvoir avoir de croissance. Fait que ça vient faire une bonne différence, là. On est d'accord que c'est sous réserve que la variété ait un nombre de jours de maturité, jusqu'à maturité assez grand pour occuper toute cette grande saison. Parce Oui, qu'on est c'est plutôt sur ça. des Mais tu sais, tomates encore là, indéterminées, en l'occurrence. et voilà. Et C'est ça? voilà. Ouais. Fait que, mais tu vois, ça, c'est quelque chose que j'ai peut-être pas mentionné au départ, c'est que, tu sais, oui, il y a le sol qui va faire varier beaucoup, mais tu sais, c'est les besoins de la culture. Fait que normalement, pour savoir comment fertiliser, c'est avec quel sol je travaille, puis quels sont les besoins de la culture. Puis avec ça, ben, je viens me bâtir un programme de fertilisation. Donc, je viens comprendre qu'est-ce que j'ai à ajouter comme produit et quand pour réussir à maintenir la santé de mon sol et de ma plante. Parce qu'en engrais naturel, dans le fond, la grosse différence, c'est qu'on tient compte, dans le fond, de préserver la santé du sol versus en fertilisation conventionnelle, où est-ce que là, l'objectif, c'est du rendement puis de la productivité au niveau des plantes. Fait que la philosophie est un petit peu différente. C'est le slide d'après, tu sais, dans Oh, votre document synthétique par rapport à naturel. Puis juste avant de passer oui. à ça, peux-tu me dire ce que tu veux dire par préserver le sol quand tu parles du manteau neigeux? Parce que je trouve que c'est une spécificité du Québec qui est Oui. des fois contre-intuitive parce que quand on voit un manteau neigeux, on se dit c'est pas là que la vie est, c'est pas là que ça pousse, on a besoin de chaleur, on a besoin de voir le sol. Et on dirait quand on écoute certains experts que le manteau neigeux, c'est potentiellement un atout. Oui, en fait, c'est que ça vient vraiment faire une couche d'isolation. Fait que surtout si on est amateur tu sais, de la culture, par exemple, de fines herbes qui vont être vivaces ou de tous nos fruitiers et tout. Donc, ça vient préserver, dans le fond, une certaine température au niveau du système racinaire, au niveau des branches qui vont être couvertes. Et ça va faire en sorte, dans le fond, que nos plants ne vont pas souffrir des températures extrêmement froides qu'on a souvent au Québec au mois de janvier, février. Où est-ce que là, on a des fois en bas de moins 20 degrés là, qui va survenir. Puis à ce moment-là, il y a des risques vraiment de perdre des végétaux. Donc, ça vient vraiment préserver. Fait que ça, c'est pour les végétaux. Mais sinon, au niveau du sol, ce que ça vient faire, c'est qu'en ayant des températures plus fraîches, on vient préserver, dans le fond, la matière organique de notre sol. La matière organique, moi, j'aime ça décrire ça comme l'éponge dans le sol. Donc, c'est un matériel qui va retenir l'eau
et qui va retenir, dans le fond, les engrais. Donc, c'est ce qu'on veut, c'est très, très précieux. Puis la meilleure image que j'ai toujours trouvée dans mes conférences, mes présentations pour expliquer un peu l'effet de la chaleur extrême sur la matière organique, c'est que la majorité des gens ont déjà eu des plates-bandes qui étaient collées sur le bord de la maison. Tu sais, où est-ce que tu as asphalte, bord de maison bétonné, Ouais, ouais. puis là, tu fais ta plate-bande, puis l'année d'après, ça s'affaisse, puis tu te dis, mais coudonc, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, le sol n'a pas disparu, je n'ai pas exporté de sol, mais souvent, c'est la fraction de matière organique, donc ce matériel-là précieux, spongieux dans le sol, qui va se minéraliser. Donc, c'est les micro-organismes du sol qui vont l'attaquer puis qui vont le dégrader. Fait que si on n'ajoute pas, c'est comme le sol, c'est une banque. Ça, c'est mon autre image fétiche. Fait que si tu ne fais pas des dépôts de matière organique, puis tu fais juste des retraits ou que la nature d'elle-même fait des retraits de matière organique, bien à ce moment-là, tu viens que tu perds ce matériel-là qui est hyper précieux et qui donne la résilience au sol. Donc, justement, quand on a des périodes de canicule, de sécheresse, tout ça, donc si je n'ai pas assez de matière organique, bien, je n'aurai pas cette capacité-là, dans le fond, de mon sol, de le rendre résilient et de passer au travers et de pouvoir offrir de l'eau et des minéraux, dans le fond, à ma plante. Je pense Et que j'ai fait un peu. ouais, c'est parfait. Avant de passer sur comment enrichir ce sol et pourquoi les engrais naturels par rapport aux synthétiques, tu disais que le manteau neigeux donc, protège la structure du sol. Mais qu'est-ce qu'il y en est des nutriments? Parce que naïvement, moi, je pourrais penser, notamment quand il fait -30 là, oui, il y a le manteau neigeux qui protège un peu d'un point de vue température. Mais naïvement, je me dis: «Ah, les nutriments meurent». Et donc, chaque année, il faut en remettre. Puis je trouve que dans le sujet d'économie de coûts, Ouais, c'est important de savoir qu'est-ce qui reste dans mon sol par rapport à l'année dernière. Oui, si j'ai mis une culture qui consomme, beaucoup, dite exigeante, ouais. là, comme un plant de tomates, mais qu'est-ce qui se passe, l'hiver d'un point de vue nutritif? Ben, en fait, je vais essayer de ne pas aller trop profondément, au niveau de la chimie du sol, Je mais t'arrêterai au disons pire. ouais, dans le fond, c'est, on a des éléments nutritifs qui sont dans la matière organique. Fait que dans le fond, faites juste vous imaginer si vous incorporez dans votre jardin des rognures de gazon puis des feuilles mortes, ben c'est riche en matière organique, ces substances-là, mais c'est prisonnier, si on veut, dans de la matière organique. Puis pour ça, dans le fond, pour que les éléments se libèrent, il faut que les micro-organismes l'attaquent et le mangent. Fait que si j'incorpore ça à l'automne, tel quel dans mon jardin, puis que là, les températures descendent, bien, mes micro-organismes qui mangent ça ne sont pas actifs normalement quand il fait en bas de 15 degrés Celsius. Donc, imaginez-vous que j'incorpore ça au mois d'octobre, il n'y a rien qui bouge. Fait que cette fraction-là d'éléments nutritifs, elle est conservée dans ma matière organique, puis elle va faire dodo tout l'hiver avec. Puis au printemps, quand la température va se mettre à augmenter, qu'il va y avoir présence d'humidité à cause de la fonte des neiges, il y a quand même de l'air dans mon sol, le processus va commencer à dégrader ces matières-là et à libérer tranquillement les éléments nutritifs. Il y a aussi une fraction dans le sol de ce qu'il y a, soit que si on apporte des engrais, par exemple, synthétiques, ou si on a déjà par exemple, on a apporté du compost, puis le compost a déjà commencé à libérer, bien là, ça fait comme à l'automne une fraction qui est libre dans le sol. Et cette fraction-là est plus fragile un peu. On a souvent la question à savoir, est-ce que ça vaut la peine que je mette de l'engrais à l'automne pour que ça soit prêt, par exemple, au printemps? Bien, le risque, dans le fond, avec ça, c'est que si cet engrais-là se met à être dégradé et libéré, que j'ai mes petits éléments nutritifs qui sont libres, bien, si j'ai des fortes pluies à l'automne, au printemps, ou que la fonte des neiges vient, par exemple, je suis dans un pire scénario, je suis dans un sol sableux où est-ce que c'est comme une passoire, bien, il faut se dire que ces Mmh. éléments nutritifs-là, je vais les perdre. Donc, ils ne resteront pas là dans mon sol. Fait que c'est un petit peu le point là, que je te dirais là, au niveau de. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ton Ouais, ouais, bien interrogation. sûr. Ouais, c'est vraiment, la chaleur qui réveille les micro-organismes qui consomment les nutriments, Ouais, dénature un peu la structure et c'est encore pire, dans du sableux lorsqu'on a des grandes pluies et c'est ça. un redout, donc un augment
c'est ce que le réchauffement climatique semble provoquer plus fréquemment, notamment l'inondation dans mon sous-sol. Oui. Mais, outre ça, est-ce qu'un redoux qui dure, 48 heures, je peux craindre aussi qu'il vient un peu trop réveiller la matière organique? Non? Non, parce qu'il y a quand même, puis tu vois, c'est bien que tu mentionnes ça parce que, tu sais, des fois au printemps, on a l'impression, tu sais, il commence à faire des 15-20 degrés, puis on dit: «Hey, mon sol est assez chaud, je vais pouvoir planter tout ça», mais tu sais, il y a comme un décalage d'à peu près 2 semaines, le temps que la température du sol augmente. Puis selon mon type de sol, si par exemple j'ai un sable, mon sable, il va se réchauffer beaucoup plus vite au printemps. Fait que tout va décoller plus rapidement, mon engrais va faire effet plus rapidement, tout ça, parce que le sol se réchauffe très rapidement parce qu'il est moins gorgé d'eau souvent. Donc, il y a plus d'air dedans. L'action se fait plus rapidement là, par les micro-organismes versus une argile qui devient, par exemple, très saturée en eau et qui est beaucoup plus longue à cause de cette quantité d'eau-là, dans le fond, qui vient comme faire un espèce de masse tampon, si vous voulez. Donc, ça prend plus de temps avant de se réchauffer Mmh. là, au printemps. Super. Bah, là, je vais agrandir, la page, qu'on voit Oui, pour nous mettre en tout petit et que tu nous parles un peu de justement comment, abonder son sol à base d'engrais naturels. Peut-être, nous dire comment, détecter un manque de matière organique, même si, bah, nous, par le service d'analyse de sol qu'on offre avec la main verte, oui, on en a vu passer et je t'avoue qu'on a plutôt on a des excès de matière organique au point où le laboratoire, il nous retourne l'échantillon et il dit: «On n'est pas capable de l'analyser parce qu'il y a trop de matière organique». Enfin, on sait aussi qu'on a le cas inverse où il y en a plutôt trop que pas assez. ouais. Mais parle-nous un peu de tout ça justement, les engrais naturels par rapport aux synthétiques et comment on abonde son sol? Oui, ben en fait, ce qu'on a essayé de faire avec ce schéma-là, en fait, c'est de répondre aux questions des jardiniers qui se demandent, dans le fond, c'est quoi la différence entre des engrais naturels et des engrais synthétiques? Comment ça fonctionne? Tu sais, est-ce que c'est hyper dangereux d'utiliser un plutôt que l'autre et tout? Donc, dans le fond, ce qu'on a essayé d'illustrer de cette façon-là, c'était peut-être les avantages et les inconvénients, dans le fond, des différents types d'engrais. Donc, grosso modo, les engrais synthétiques ont été fabriqués normalement pour que les éléments nutritifs soient très rapidement disponibles. Donc, ce qui fait en sorte que j'ai beaucoup plus de risques de ce qu'on va dire lessiver, par exemple, quand on arrose beaucoup puis on perd dans le sol puis que ça risque de contaminer les nappes phréatiques. Donc, il y a plus de risques de perte. Donc, mon engrais ne va pas nécessairement rester près de ma plante. Puis, la libération va se faire très rapide. Fait que souvent, ça va être un effet coup de fouet. Par exemple, si on parle du fameux 20-20-20, la poudre soluble, ben, si je mets ça dans mon sol, ce qui va arriver proche de mes racines va être prélevé, mais une fois que la solution est prélevée, ça ne redonne plus dans le temps des sources d'éléments nutritifs là, pour ma plante. Donc, c'est sûr que ça vient, j'aime ça comparer ça un peu à un soluté que tu as à l'hôpital. Fait que pendant que tu as ton soluté, ça te donne ce qu'il faut pour que tu puisses survivre, mais une fois que je t'enlève le soluté, après ça, tu es pris tout seul. Fait que l'avantage des engrais naturels granulaires, c'est que, étant donné que c'est capté dans la matière organique et que ça prend l'action des micro-organismes, bien, ça va faire en sorte que ça va se libérer sur une plus longue période de temps. Par contre, le défaut de ça, puis on l'a parlé tout à l'heure, c'est que quand mon sol est froid, frais, bien, mon engrais naturel ne va pas relâcher à ce moment-là les éléments nutritifs. C'est pour ça que quelqu'un qui veut faire une régie, dire moi, je veux que ma fertilisation soit bio, soit naturelle le plus possible, mais c'est là, dans le fond, que c'est intéressant d'utiliser des engrais qui sont liquides parce que les concentrés liquides sont immédiatement disponibles à la plante. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va pallier, dans le fond, aux besoins de la plante le temps que les granules fassent leur effet. Mais la beauté de la chose, c'est que, ben, j'ai pas normalement de gros relâchements qui pourraient relâcher. Parce que l'engrais, là, c'est du sel. On va se le dire comme ça, là. C'est des Oui. sels nutritifs, si on veut. Et c'est ce qui fait, dans le fond, que si je mets trop d'engrais, je vais brûler mes racines. Fait que c'est comme, Alex, si je te donnais un sac de chips, puis je te donnais pas d'eau, puis là, j'étais là,
envoie, mange ton sac de chips, mais là, après ton sac de chips, là, tu as comme, hey, j'ai vraiment besoin d'eau. Ben, c'est la même chose. Si je mets une grosse dose d'engrais à une plante, donc elle a une quantité de sel impressionnante, mais à un moment donné, ça va faire en sorte que l'eau qui est contenue dans elle va vouloir sortir, puis elle va commencer à flétrir justement parce qu'il y a comme un problème d'équilibre de sel-eau entre ce qu'il y a dans le sol puis ce qu'il y a à l'intérieur de la plante. Donc, moi, c'est ça. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Donc, c'est ça. Fait que les engrais synthétiques, souvent, ça va relâcher comme ça une plus grosse dose de sel. Fait que le pire scénario, c'est un engrais qui est pas naturel, donc qui n'est pas inclus dans de la matière organique. Puis là, j'ai par exemple une canicule à 30 degrés. Bien là, tout va se relâcher et c'est là que j'ai un risque davantage là, pour mes racines. Mais par contre, je te dis, il y a quand même le risque de brûler aussi avec des engrais naturels, là, si j'en mets des quantités phénoménales. Là. Fait que faut toujours y aller là, avec parcimonie là, selon les besoins. Donc, la devise, là, trop, c'est comme pas assez, là, s'applique très bien là, justement aux engrais. Fait que je ne sais pas si j'ai passé pas mal tous les concepts qu'on a là-dedans, tout. Donc, l'avantage des engrais naturels qui sont contenus dans la matière organique, c'est justement que cette matière organique-là, ça nourrit les bons micro-organismes du sol. Donc, si j'apporte ça, ben, la proportion de bons micro-organismes de mon sol va augmenter, ce qui va laisser moins de place pour les pathogènes qui causent, par exemple, des maladies racinaires. Donc, on ne parle pas ici d'un effet pesticide. On dit juste que si on favorise des bons micro-organismes, ça laisse moins de place pour les pathogènes. Puis ça, c'est un des défauts, dans le fond, des engrais synthétiques. C'est comme ils n'ont pas besoin d'être transformés par les micro-organismes pour être disponibles à la plante, qui sont disponibles tout de suite. Ils ne vont pas favoriser cette vie-là, cette biodiversité-là du sol. Donc, c'est quelque chose qu'on a compris, dans le fond, avec le temps, c'est que on a avantage à ce que notre sol soit super vivant, de bons micro-organismes pour s'assurer justement de plus de résilience là, au niveau du sol. Merci d'amener ce mot vivant parce que c'est un angle marketing, il faut se le dire, qui a fait beaucoup surface ces dernières années. Et sans cette explication, je trouve qu'on a du mal à le comprendre. Ouais, Tu vois, ouais. terreau vivant, etc. Et je sais pas si tu l'as dit parce que j'ai perdu un peu la connexion, c'était pas volontaire, mais vous faites pas d'engrais synthétiques chez Actisol, parce que Non. comme il y a le graphique, on pourrait le croire et que tu as bien présenté les 2, merci. Mais Non, on est c'était d'accord que vous vraiment faites pas l'idée ça, ouais. d'essayer de donner les grandes lignes. Puis, Mmh. j'ai mis une petite note dans le bas à l'effet que, j'ai exagéré certains principes pour pouvoir démontrer les différences. Mais, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas polluer si tu utilises des engrais naturels. Si tu les utilises mal, tu vas causer aussi des problèmes. Fait que, c'est juste qu'il y a certains avantages à utiliser des engrais naturels, entre autres, dans le but, là, justement, de préserver la biodiversité là, du sol. Mmh. Super, merci. Puis, je fais une petite pause pour dire que si ceux qui nous écoutent ont des questions, on peut les voir, à l'écran, donc n'hésitez pas, même si, on en a eu, des centaines, ces derniers mois, sur, l'application, La Main Verte, notamment directement à propos d'Actisol et les OK? engrais. Et donc je t'en pose une sur plutôt, le sujet des mélanges, puis ça me permet de changer un peu de slide. Ouais. L'arrivée du mot frasse, et je me souviens, il y a 2-3 ans, à la fête de semences du Québec, où on sera d'ailleurs et puis où on s'est rencontrés, Héloïse, l'année dernière, il y avait quelqu'un qui vendait du frasse pur, puis il me disait: «Ah, c'est un super complément avec le fumier de poule si tu en trouves, mélange ça». Et plus tard, vous avez sorti, un produit que tu nous présenteras, mais parle-nous de l'arrivée du frasse, parle-nous des mélanges au sens large quand on dit, compost plus Actisol et de l'intersection entre le frasse et le fumier de poule et pourquoi vous avez sorti, ActiPro, par exemple? Oui, bien, en fait,
Le FRAS, ce qui est intéressant avec ça, puis pourquoi on fait différents mélanges, c'est que tu sais, on utilise traditionnellement là, par exemple, ce qui est utilisé en agriculture biologique, là, de l'os fossile, du sulfate de potassium qui est mélangé avec notre fumier de poule pour donner différentes formulations qui vont convenir davantage, par exemple, à la culture au potager, la culture des fleurs, tout ça. Dans le fond, Actisol est très actif au niveau avec différents organismes de recherche au Québec, puis en Ontario aussi, parce que une des choses qu'on essaie de faire, en fait, c'est de comprendre comment fonctionnent les engrais, puis essayer d'avoir des meilleures, je dirais, des valises agro-environnementales pour mieux suggérer nos produits. Donc là, on comprend comment notre fumier de poule peut, par exemple, va agir au niveau des micro-organismes du sol et tout ça. Puis, dans différentes cultures, des fois, on se disait, puis je vous en ai parlé tout à l'heure, tu sais, les engrais naturels au printemps, on dirait que ça, tu sais, ça va pas assez vite, là. Tu sais, l'azote n'est pas disponible rapidement, puis l'azote, qui est le premier chiffre sur vos engrais, c'est ça qui favorise, dans le fond, la croissance végétative. Donc, le gros boom au printemps, où est-ce que la plante allait se construire sa biomasse. Donc, on a travaillé avec différents producteurs, entre autres les producteurs de canneberge, les producteurs de bleuets, qui avaient cette problématique-là au départ, qui disaient, moi, je trouve qu'au printemps, là, j'aimerais ça que ça agisse plus rapidement. Et c'est là que l'idée d'ajouter du FRAS dans notre fumier de poule pour essayer d'optimiser la libération, dans le fond, de l'azote, donc d'avoir, si on veut, un kick plus rapide au printemps, mais en ayant quand même une libération prolongée. Ça permet de mieux suivre, si on veut, la courbe de croissance de certaines plantes. Puis le FRAS, dans le fond, est je vais expliquer un peu c'est quoi. Je pense que vous Ah avez ouais, on le sait pas, quand ouais, même fait vas-y. Dans le fond, le Non, FRAS, là, non, c'est ouais. un résidu de l'élevage des insectes. Donc, principalement, par exemple, au Québec, on a beaucoup de mouches là, qui sont élevées là, puis qui vont recycler, dans le fond, les résidus agroalimentaires qui sont déclassés, fait que les restants de légumes, les plures, tout ça. Donc, les larves vont manger ça. Puis, en fait, les mues, qui sont quand les insectes changent de stade, il y a comme des espèces de peaux, si vous voulez, entre les cycles. Puis, leur déjection, donc leur excrément, qui contient tout plein de bonnes bactéries, parce que dans le fond, ils sont très vivants, ils sont comme nous autres. On parle de notre microbiote, bien, les petites mouches aussi ont leur microbiote. Donc, dans le FRAS, on va retrouver justement un espèce de cocktail, de consortium si vous voulez, de bactéries qui sont différentes de ce qu'on retrouve dans le fumier de poule. Le fumier de poule, donc, c'est tout ce qu'il y a dans le tractus de la poule qu'on va retrouver aussi dans les déjections. Fait que, mise ensemble, ça permet d'avoir des bactéries qui ont des effets, je dirais, complémentaires, donc qui vont agir sur la solubilité du phosphore, fait que rendre plus accessible le phosphore qui est contenu dans le fumier puis dans le FRAS. Puis ça va jouer aussi sur la vitesse de disponibilité de l'azote. Fait que ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en mélangeant, puis là, écoutez, on a testé tout, 100% en FRAS versus 100% fumier, puis tous les pourcentages déclinés pour différentes cultures, jusqu'à temps qu'on trouve un pourcentage on va se dire, pas magique, là, mais presque, là, c'est qu'à 10%, dans le fond, on obtenait comme les meilleurs bénéfices, fait que la meilleure combinaison. Parce que puis là, je ne veux pas embarquer dans tout le domaine nécessairement des biostimulants, tout ça, mais tu sais, quand on rajoute des bactéries comme ça qui ne sont pas nécessairement indigènes au sol, qui ne sont pas naturellement présentes dans le sol, si j'en mets des trop grosses quantités, bien souvent, il y a comme une espèce de petite guerre de territoire qui se fait le temps que tout le monde se place, puis pendant ce temps-là, mon engrais ne se fait pas dégrader. Fait que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand tu mélanges les deux, il y a vraiment comme on dirait la synergie parfaite là, entre les deux sources de bactéries pour justement stimuler la dégradation de la matière organique. Puis c'est tellement efficace comme consortium que des fois, on s'est rendu compte que quand il y avait dans le sol des résidus de culture, fait que par exemple, vous récoltez, mais vous laissez des feuilles, vous laissez les tiges, vous avez fait un engrais vert que vous avez enfoui, puis vous mettez de l'Actipro FRAS là-dessus, ce qui va se passer, c'est que ça va accélérer la dégradation vraiment plus vite que si c'était juste avec du fumier de poule, par exemple, et ça va relâcher plus d'éléments nutritifs aussi. Fait que ça, c'est quelque Au chose qui... début, c'est surtout ça que au début, tu...
Ouais, c'est ça. Fait que c'est juste que la courbe de libération, ça va se faire plus rapidement. Donc, ce que ça fait, c'est que ça permet vraiment Mmh. d'aller chercher là, la vitesse de croissance au printemps, ce que les gens dans les potagers essayent souvent d'avoir aussi. OK, j'essaie de reformuler pour, Oui, retenir tout ça. Mais super, en tout cas, merci. Je souriais quand tu me disais les analyses, parce que chaque fois qu'on s'appelle, tu me dis: «Je viens de recevoir les analyses», parce que j'ai l'impression que c'est ton quotidien d'analyser oui, les choses et c'est aussi ouais, pour ouais. ça que je pense que tu es, reconnu, de par ta rigueur, scientifique et donc déjà, premier truc qu'on a dit qui est pas toujours, intuitif, c'est qu'au début, de la vie de la plante, on veut générer de la biomasse, donc la Ouais. partie, végétale et ça, l'azote est très utile, mais il en faut aussi beaucoup et on constatait que uniquement du fumier de poule ou autre engrais avait peut-être tendance à avoir, l'avantage de trop, rendre disponible l'azote sur une longue période de temps, ce qui est une force en soi. Parce que comme tu disais par rapport aux engrais Mhm. synthétiques, c'est pas trop court-termiste, c'est long-termiste et c'est super. Mais d'un autre côté, on avait besoin de ce kick au début d'azote et le mélange frasse et fumier de poule, permet par la magie des micro-organismes, et autres de donner un peu tout au bon moment, quoi. Oui, oui, C'est oui, ça? c'est vraiment ça, oui. Puis je me suis amusée, j'ai fait comme un petit projet interne là, au niveau de la production de transplants maraîchers, justement pour tester, tu sais, différents, engrais, différentes régies. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que, lactophrase, j'ai réussi à avoir des plants de tomates qui étaient tellement, plus résistants. Puis tu sais, on a eu un printemps qui était assez frais l'année passée. Fait que quand j'ai sorti pour l'acclimatation mes plants de tomates, mes plants qui avaient été fertilisés avec l'axiprophrase étaient beaucoup plus trapus, beaucoup plus solides et je voyais au niveau de la coloration du feuillage que l'azote avait été plus disponible aussi. Fait que pour moi, c'était une bonne piste. Ce qui fait que là, je travaille avec des producteurs pour valider sur la côte nord si on remarque en production des différences au niveau de la saison de croissance, justement. Là. Tu sais, ce que je disais que ça retardait un petit peu, ben, est-ce que ça peut être une solution d'utiliser un mélange avec du FRAS pour essayer Mmh. d'accélérer la croissance? Fait qu'on a des projets là, qui commencent là, Je avec des trouve producteurs. ce qu'on sait peu de Actisol, c'est juste bon, on le devine, mais en fait, vous travaillez énormément avec les professionnels et donc ça met un niveau de rigueur assez exigeant sur, bah, est-ce que ce qui est écrit sur le paquet, c'est ça qui va se passer? L'innovation et enfin, je dis juste ça parce que je sais que toi, tu mets énormément d'énergie. D'ailleurs, le document qui est à l'écran, on va vous le rendre disponible. Il a été plutôt créé pour des professionnels, même s'il est, sublimement illustré. C'est pour ça que je me suis permis de le prendre. Mais, c'est ça, ouais, je voulais juste, mentionner que votre rigueur, elle vient aussi du fait que vous devez quelque part rendre des comptes à des professionnels, ça? Ben oui, c'est ça, c'est Mmh. parce que dans le fond, quand on travaille avec, des producteurs, tu sais, c'est des enjeux de revenus et tout ça, donc tu sais, on doit s'assurer justement d'appliquer une rigueur, puis, ils sont près de leurs sous, eux autres aussi, comme les jardiniers, là. Fait que dans le fond, ils veulent pas Mmh. mettre des produits inutilement, s'il y a zéro résultat ou si ça l'entraîne d'autres problèmes. Fait que c'est sûr que, le fait d'être aussi présent que ça, je dirais, là, sur le terrain avec les producteurs, mais aussi avec des centres de recherche, ça me permet de réviser à un moment donné puis de dire, ben non, tu sais, on conseillait ça, mais là, finalement, non, on arrête de conseiller ça comme Mmh. ça, on va Où on changer notre apprend. conseil parce que c'est plus avec les connaissances actuelles, ben dans le fond, on réajuste notre discours, je dirais, pour offrir toujours ce qu'il y a de Mmh. plus up-to-date là, pour les jardiniers, pour être sûr qu'il y ait des meilleurs résultats, étant donné qu'ils ont c'est ça, ils ont des grandes attentes, eux autres aussi. Est-ce que, quelque part, 2026 serait pas justement l'année, du fraise croisé au fumier de poule? Parce que vous avez votre, brique, mère poule emblématique de fumier de poule qui depuis 30 ans, je pense, Oui, 95, est emblématique dans les Rhônes, les centres de jardin et fonctionne. On rencontre plein de maraîchers même, qui oui. adorent ce produit, surtout en culture biologique. Mais est-ce qu'on est en train de passer sur un nouveau, mélange et produit star? Oui,
Écoute, à la lumière là, tu sais, nous autres, dans le fond, c'est l'automne qu'on fait ce qu'on appelle des placements. Donc, que les producteurs décident des achats, des engrais qu'ils vont utiliser la prochaine saison. Puis, il y a énormément de clients qui avaient testé l'Actiprofras l'année passée, qui là ont décidé de soit Mhm. switcher complètement ou parce qu'ils ont vraiment vu des résultats qui étaient plus intéressants, des bons résultats aussi pour lesquels je vais avoir plus d'informations sous peu là, au niveau des bleuets, entre autres. Production de bleuets de Corème, super belle réaction justement avec l'Actipro Fras. Je ne vais pas embarquer trop dans la chimie, mais c'est à cause du type d'azote qui est dégagé au printemps. C'est pour ça que je vais avoir plus tendance, je te dirais, dans les prochaines communications, à les recommander pour la culture de petits fruits. Fait que les gens à la maison qui ont des camerises, des bleuets, des framboises, tout ça, ben, j'aurais plus tendance à les envoyer là, sur l'utilisation de l'Actiprofras, étant donné que avec les plantes pérennes, on veut vraiment que l'azote soit disponible rapidement au printemps. On ne veut pas que ça nuire à l'ahoutement, on ne veut pas nuire aux différents stades physiologiques là, qui sont là par la suite, mais à date, en tout cas, on a des très bonnes réponses là, des producteurs là, avec ce produit-là. Puis oui, la tendance fait qu'on va en produire beaucoup plus cette année. Et donc ce produit, je voudrais juste le redire, mais ce balado, il n'est pas commandité vraiment. Euh, il est vraiment là parce qu'on adore la manière dont tu présentes tout ça, expliques tout ça, parce que pour moi, cette brochure illustrée, de par ses illustrations, elle m'a tout de suite aidé à comprendre des principes, parce que vous êtes québécois, circulaire. Mais ouais, c'est ça. Je voulais juste le redire. Parce que vous étiez un commanditaire du premier balado saison 2, mais là, c'est vraiment par plaisir de vous faire découvrir des connaissances et des produits. Tout ça pour dire que ce produit s'appelle ActiPro, il est en haut à droite, là, c'est ça? Ouais. Si on visualise ce nouveau paquet en 2026, ben, quelque part, essayez-le. Puis je me rapproche de ma question d'introduction de comment je vais avoir des bonnes tomates, puis je pourrais quasiment résumer ça. Mais la meilleure chose, je te dirais, Ouais. Alexandre, qu'on peut recommander aux gens, là, pour n'importe quel produit, là, puis là, enlève mon chapeau d'Axol, puis c'est ce que je dis aux producteurs aussi, avant de changer votre recette gagnante, là, faites des comparaisons. Fait que, dans le jardin, essayez de voir, qu'est-ce que vous faites d'habitude. Vous mettez du 20-20-20, mettez du 20-20-20, mais dans la rangée à côté, ben, essayez une nouvelle recette. Puis là, la Mhm. meilleure chose, c'est de le tester pour voir si, pour vous, ça fait une différence dans vos conditions et tout, avant de nécessairement tout changer. Là, puis c'est comme ça que vous allez vous-même vous convaincre que vous avez peut-être avantage. Puis en passant, il n'y a rien qui empêche de mélanger des solutions naturelles avec des produits qui sont synthétiques, plus conventionnels aussi. Là. Il n'y a rien que... Non. Si vous l'employez de façon modérée, ça ne va pas exploser, comme on dit, donc, mais ça va permettre au moins de stimuler, dans le fond, la vie du sol en utilisant un petit peu de solutions naturelles dans votre région. Je change de graphique pour plutôt mettre sur la partie basse de ce qu'on voit à Oui. l'écran, qui est un calendrier pour ceux qui nous écoutent uniquement en audio, où on a la partie gauche, début de la saison printemps avec la phase végétative, et la partie droite, plutôt la phase de floraison. Là, on vient de parler justement d'un nouveau mélange qui permet de donner des bons nutriments sur différents horizons de temps. Cependant, vous suggérez une nouvelle application d'engrais au moment de la floraison en plus du début, et peut-être éclaircis-nous sur ce qu'on Oui. appelle le un tiers, 2 tiers, le 2 tiers, 1 tiers, le 50-50. Qu'est-ce que ça veut dire, je vais dire le mot parce que je le connais, mais fertilisation fragmentée, Oui, c'est dans le ça? fond, Ouais. c'est que et puis écoutez, je travaille dans les centres jardins depuis que j'ai 16 ans. Je ne veux pas dire mon âge, mais mettons que ça fait vraiment plusieurs années que je suis dans le milieu d'horticulture. Puis je vous dirais que souvent, le problème que je voyais avec les gens qui faisaient leur premier jardin ou qui étaient dans leurs premières années, c'est qu'ils se disaient, là, au mois d'août, là, mes tomates sont laides, il faut que je les jette, sont malades, sont pas. Mais ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, si tant que la saison de croissance est bonne, si moi j'ai des tomates jusqu'au mois d'octobre, là, à moins qu'à un moment donné, il y ait vraiment des gelées, je dis, il y a quelque chose que vous faites. Puis
à chaque fois, quand je posais la question, mais les gens, ce qu'ils faisaient, c'est que quand ils plantaient, ils mettaient du compost, du fumier. Des fois, c'était que ça qu'ils mettaient pour la saison. Des fois, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient de l'engrais pour potager ou de l'engrais plus azoté comme le 5,3,2 au départ, puis ils ne remettaient plus rien. Dans le fond, c'est que là, je vous dis, là, la majorité des fabricants d'engrais, là, étant donné qu'on travaille tous avec des matières un petit peu similaires, normalement, ta granule que tu mets, elle va se dégrader puis se libérer, puis ça va donner de l'engrais sur 4 à 6 semaines. Puis ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, plus il fait chaud, plus le temps, dans le fond, sur lequel l'engrais va être disponible va être court. Fait qu'au printemps, ben, peut-être que ce que je vais avoir mis au mois de mai dans mon jardin, ça va durer 6 semaines. Mais après ça, au mois de juillet, là, quand on a des 25-30 degrés puis qu'il fait chaud, là, ma plante est en croissance hyper active, l'engrais se libère beaucoup. Fait que là, j'ai peut-être de l'engrais sur 3 à 4 semaines. Puis quand on regarde, les gens pourront aller consulter, mais dans le fond, là, on le voit bien, là, c'est que normalement, fin juin, quand on commence à avoir des débuts de floraison, on va rester sur nos plantes de tomates parce que c'est ça qui est le légume numéro 1, ma plante commence à faire des fleurs. Bien là, souvent, si j'ai juste mis du compost puis une première application au printemps je vais avoir comme une espèce de manque d'éléments nutritifs à une période clé où est-ce que là, c'est toute justement ma formation de fruits qui va être mise en péril, dans le fond, si ma plante n'a pas ce qu'il faut pour supporter. C'est hyper exigeant pour la plante, la floraison et la fructification. Donc, à ce moment-là, si elle commence à avoir de la difficulté à fournir des aliments, c'est là que vous voyez souvent des plantes qui vont avoir tendance à faire plus de maladies, des taches sur les feuilles et tout ça parce qu'elle est stressée. C'est comme vous autres, quand vous êtes épuisé, votre système immunitaire est à plat, bien là, vous attrapez tous les virus du monde. Bien, c'est la même chose pour la plante. Si elle n'a pas tous les éléments nutritifs dont elle a besoin, bien, à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'elle est plus sensible. Puis là, elle va tout mettre dans ses fruits parce que les fruits, c'est pour sa reproduction. Puis le plant va commencer à se désagréger. Puis là, vous aurez plus un plant qui va être actif. Donc là, la saison de croissance va être terminée. Donc, au début de la saison, tu l'as dit tantôt, c'est la croissance végétative. Donc, la plante, ce qu'elle a, c'est qu'on lui donne plus d'azote pour qu'elle construise. On pourrait dire que le feuillage comme une usine de fabrication de sucre pour les fruits éventuels. Donc là, elle se construit. Mais si je continue à lui donner, par exemple, du 5,3,2, qui est de l'engrais très azoté, elle, là, son message, c'est « Hey, je continue à bâtir cette usine-là de feuillage, de tige, feuillage, tige. » Puis là, ce que ça fait, c'est que là, les gens, ils nous envoient des messages, ils vous envoient des messages, je vais commencer, mais mes tomates, ils restent vertes, puis on est rendu au mois d'août, qu'est-ce qui se passe et tout? Bien, les producteurs en serre utilisent normalement, on va simplifier ça, 2 types de fertilisation. La fertilisation plus azotée au départ pour bâtir le plant, puis à un moment donné, quand on veut que le plant switch en mode reproduction, qui commence à faire des fleurs, des fruits, on va lui donner un engrais qui est moins riche en azote et plus riche en potasse. Donc, le dernier chiffre. Le dernier chiffre, là, c'est ça qui va faire en sorte, dans le fond, qui va supporter le développement des fruits, qui va aider beaucoup aussi au niveau de la formation de tous les composés qui sont responsables du goût. Fait qu'une autre chose, c'est que des fois, les gens qui mettent des engrais trop azotés, puis ils vont dire « ça goûte à rien. » Tu sais, mes légumes, ils goûtent à rien. Bien, c'est parce que quand tu donnes beaucoup d'azote, je vais vous l'imaginer comme ça, que je vous disais que c'est des sels, l'engrais, bien, la plante, elle absorbe beaucoup d'eau pour diluer ces sels-là, mais la concentration de l'eau, ça ne donne pas de goût. Fait que dans le fond, le potassium, le dernier chiffre, c'est vraiment ce qui va aider au niveau du goût. Donc, c'est pour ça que vous voyez que nos formulations, ils changent en fonction de ça et que même pour essayer de déclencher davantage la formation des fleurs et des fruits, on va même suggérer, dans le fond, à la fin juin, début juillet, des applications d'algues qui sont du 0,06 pour justement provoquer un peu la plante. Et l'action des algues, ce que ça fait, c'est que ça vient stimuler, dans le fond, les hormones de la plante qui est responsable, dans le fond, des hormones de fabrication, là, justement, de la floraison. Donc, ça va induire la floraison chez la plante. Fait que ça, c'est un truc, là, si on veut déclencher un peu plus vite là, la formation de fruits. Mais si la plante n'est pas rendue là, elle ne le fera pas. Mais si elle est rendue là dans son stade de développement, on va accélérer ça.
Excellent. Vraiment merci parce que, pour moi, là, on est à l'apogée de ce que je suis en train d'apprendre live et j'adore. Puis, et en plus, je remets, le petit graphique là, mais quand on voit, la frise de temps, la phase Ouais, végétative, de floraison, tu viens même d'ajouter, la phase, qui a pas de nom dans ton graphique, mais développement du goût, développement ouais, du fruit, développement du goût. En fait, se cache dans NPK quasiment, une frise de temps. Parce qu'à gauche, on a azote, au ouais, milieu de saison, on a la floraison ouais. et à la fin, donc ça devient presque intuitif, quelque chose qui était assez horrifiant, ces 3 chiffres-là. Oui, 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 en effet. Fait que, tu sais, pour revenir, tantôt, on parlait des durées des saisons là, selon les régions. Ben, grosso modo, ça veut dire que si je suis dans une région où est-ce qu'il fait très chaud, ma saison est longue, comme par exemple au niveau de la Montérégie, bien là, peut-être que moi, j'ai comme 4 applications d'engrais que je vais faire pendant ma saison. Mais si je suis dans le Bas-Saint-Laurent, ben, ça va être plus 2 ou 3 applications selon la durée de temps. Fait que, tu sais, moi, je dirais que la règle du 4 à 6 semaines, là, c'est un Elle est bon. imp Puis, tu sais, le dire par mois, ça vaut la peine aussi parce que c'est plus facile à inscrire dans ton calendrier de te mettre dans ton. Tu sais, un petit rappel dans ton calendrier. Tu sais, oublie pas, premier du mois, donc c'est le temps de fertiliser. Fait que c'est ça. J'espère que tu parles bien du calendrier et la main verte en l'occurrence. Ben oui. Mais, en tout cas, c'est passionnant parce que, nous, on a essayé avec, toi d'écrire des formules informatiques, pour pas dire mathématiques, qui quantifient le besoin idéal de la plante et en effet, on est arrivé à la conclusion où quand la saison est longue, on fait plutôt x4 sur, la posologie parce que, 4 fois 4 à 6 semaines Ouais. ou x3 dans, les zones, 4 et moins, quoi. C'est ça. Puis tu sais, ça peut être compliqué la fertilisation parce que c'est sûr que quelqu'un qui fait des apports de compost, qui va faire des engrais verts, ben devrait utiliser la dose la moins élevée d'engrais par la suite. Parce que dans le fond, tout ce que vous rajoutez comme matière organique dans votre potager, dans vos plates-bandes, ben ça en amène de l'engrais éventuellement. Fait que c'est pour ça que Mmh. c'est ça mon défi, je dirais, c'est que j'essaye de quantifier ça pour pouvoir donner des trucs sur nos plateformes pour dire, ben écoute, peut-être que si tu ajoutes du compost, tu ajoutes ça, ben utilise la dose inférieure que je te recommande, dans le fond, pour ton application. Fait que c'est Mmh. mieux d'en mettre moins, mais d'en mettre plus souvent. Ça, c'est vraiment la bonne approche, je te dirais, là, Ouais, pour fertiliser de façon plus agro-environnementale. super. Puis c'est vrai que le 4 à 6 semaines, le temps de dissolution potentiellement d'un granulé de fumier de poule, je l'avais pas du tout, en tête. Tu m'aurais dit 4 mois, je t'aurais cru, tu sais. Mais c'est pas, tu sais, c'est pas juste le fumier de poule, là. Je te dirais, tous les engrais, tu sais, on parle d'engrais à base organique ou à base minérale, souvent, là, tu sais, c'est un grosso modo, là, c'est un 4 à 6 Mmh. semaines, là. Tu sais, c'est sûr que quand on parle des engrais minéraux roche-roche, ben là, à ce moment-là, tu sais, oui, ça peut durer toute la saison aussi. Dans ce temps-là, on en parle plus sous forme d'amendement de fond que de fertilisation comme telle, là. OK. Donc, pour résumer, on fait attention aux coups de chaleur, qui vont venir consommer un peu plus, les nutriments. On se soucie de cette période de 4 à 6 semaines où si on sait que notre, légume est exigeant, bah, on peut remettre une, charge fertilisante et au plus on est au milieu fin de saison, au plus on veut de phosphore ou de potassium. Puis on sait que c'est toujours bien plus nuancé et complexe que ça. Mais, en tout ça, jusqu'à le petit kick de phosphore liquide avec, Mm. vos produits, marins. C'est pour ça qu'on essaie de complémenter avec ça davantage, mais tu sais, je te dirais que tu sais, c'est juste le gros bon sens, c'est que plus ma plante, il fait chaud, plus elle pousse rapidement, c'est normal qu'elle va consommer plus d'engrais. Fait que tu sais, on essaie aussi tu sais, de s'ajuster Mmh. avec ça, puis en sachant que les engrais naturels, c'est pas comme des engrais liquides de synthèse, c'est pas immédiatement disponible. Ça va prendre peut-être une semaine avant que ça soit disponible. Fait que c'est pour ça que dans ton 4 à 6 semaines, ben, tu n'attends pas d'être rendu à 6e semaine quand il n'y a plus rien dans ton sol de disponible pour en ajouter. Fait que Excellent. on y va comme ça. Je commence de plus en plus à me projeter dans ce que ça veut dire être un druide de la fertilisation comme ton cas. J'ai aussi
Kohan, qui a ouvert notre saison 1, épisode 1, qui travaille à la ferme des possibles près de Victo. Il est comme connu pour être un gourou de la fertilisation. Puis je commence à comprendre des petites mécaniques de pensée. Ah tiens, un petit Super. coup de chaleur, ça fait 4 à 6 semaines, c'est cool. On a une question dans le chat à Oui, propos de l'ail, et est-ce que c'est aussi vrai pour l'ail? Puis je te propose de répondre plutôt sur le thème des vivaces. Comment on OK. approche la fertilisation des vivaces? C'est pas le cas de l'ail, mais le fait que ça passe un hiver sous la neige, qu'est-ce C'est qu'on un adapte? super bon point. Ouais. Un très bon point. En fait, c'est que dites-vous que tout ce qui est annuel, dans le fond, ils ont tellement une saison de croissance intense, puis la productivité et tu sais, la demande en engrais va être vraiment comme croissance parce que la plante va atteindre un stade physiologique qui nécessite énormément d'engrais. Tandis qu'au niveau des plantes qui sont pérennes, qui reviennent d'année en année, l'approche est un peu différente. Dans le fond, eux autres, ils ont à se bâtir un feuillage. Si mettons qu'on imagine notre vivace ou notre arbuste, dans le fond, qui a à refaire des feuilles. Donc, normalement, je ne vais pas prendre mon truc à l'envers, mais donc, au printemps, on va essayer de lui donner encore là un peu plus d'azote pour l'aider à bâtir son feuillage. Puis après ça, ben, il va être en mode reproductif. Donc, si on parle de nos bleuets, nos framboises, tout ça, donc vont faire des fleurs, vont faire la production, mais vont devoir être prêts pour l'hiver et devoir hiverner. Donc, le risque avec les plantes pérennes, c'est que si je donne trop d'azote à ma plante et qu'elle est en mode végétatif longtemps, ben, à l'automne, elle va avoir de la difficulté à faire ce qu'on appelle de l'aoutement. Fait que ça veut dire prendre des sucres, puis les absorber, puis les envoyer dans ses racines, puis dans ses tiges pour former comme des espèces de molécules antigel, là, si on veut. Fait qu'encore Mhm. là, c'est la même logique qu'avec nos tomates. Au départ, on va donner un engrais qui va être azoté. Par exemple, on va donner de l'actiprofras, mais après ça, en mi-saison, on va plus donner un engrais qui est riche en potasse pour que la plante puisse porter ses fleurs, ses fruits, mais surtout pouvoir faire ses réserves pour l'automne. Fait que souvent, on va dire, puis encore là, ça dépend des régions, mais tu sais, on ne donne plus d'engrais à la mi-août, normalement, là, pour les plantes qui sont pérennes, pour éviter de nuire justement à ce processus-là là, d'hivernation. Je ne sais pas Ok. si j'ai bien répondu. Oui, parfait. Comme on arrive sur la fin, je rebondis pas particulièrement, mais parfait, merci d'avoir répondu. Et donc, tu as parlé de hydrolysa de poissons ou plutôt d'engrais liquides. Euh, on a aussi les engrais minéraux. Puis la transition, excuse-moi si je me trompe, mais de mon point de vue, pour l'instant, avant que tu m'expliques, c'est ça. C'est que ça sent pas bon. Et d'ailleurs, dans le calculateur de fertilisation, tu nous as suggéré, celui qu'on a conçu pour Actisol, hein, tu nous as suggéré de enlever des suggestions d'hydrolysa de poisson pour les cultures intérieures, alors que moi, c'est quelque chose que j'ai fait. Puis en effet, quand les gens rentrent dans le sous-sol, ça pue le poisson. Ben, Mais c'est pas pour ça que les engrais minéraux ont été ajoutés à votre gamme, là. non, 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 pas du tout, parce que dans le fond, c'est juste, il y a certains usages, c'est plus, je te dirais, au niveau des applications foliaires, tu sais, que je ne vais pas le recommander parce que là, l'odeur va rester plus, mais l'hydrolysa de poisson, c'est super intéressant parce que c'est, tu sais, le phosphore le plus rapide que tu peux donner à ta plante. Fait que, tu sais, pour tout ce qui est enracinement, tu sais, tu as planté tes petits transplants de légumes à l'extérieur au jardin, tu fais tremper dans une solution d'hydrolysa, puis tu viens faire saturer tes racines d'azote de phosphore. Fait qu'au niveau de comme engrais de démarreur, c'est super. Ça va aussi, étant donné que ça contient, contrairement à l'émulsion de poisson, toutes les huiles sont conservées durant le processus. Ça nourrit énormément les micro-organismes du sol, fait que ça agit comme accélérateur à compost ou vraiment pour inoculer, là, dans le fond, de bons micro-organismes. Les gens qui cultivent des fabacées, des pois, des fèves, tout ça, l'hydrolysa va favoriser, dans le fond, la symbiose pour capter l'azote atmosphérique. Fait que, tu peux faire une application au début du printemps pour ça. Fait que, c'est quelque chose qui est intéressant. Quand on le mélange avec l'algue, ça évite des odeurs, mais l'hydrolysa, j'aime dire que c'est un peu comme le sirop Buckley, là, ça goûte pas bon, mais ça fait effet. Ben, l'hydrolysa, ça pue peut-être un peu, On veut mais ça, ça ouais. fait effet. Exactement.
Puis justement, toute cette gamme, je vais l'appeler maquinesse pour pas dire, Oui, minérale pour qu'on s'y retrouve, mais j'avais pas oui. conscience que c'était segmenté comme ça avant que j'étudie, tout ça. Mais, farine, de luzerne, c'est quoi tous ces produits? Honnêtement, d'un premier abord, des fois, on trouve ça paraît superficiel. Oui. Beh, Heu, tu sais, en heu, fait, pourquoi il existe autant de produits comme, tu sais, il y a différents types de sols. Les gens n'ont pas toutes les mêmes problématiques au niveau du sol. Il y en a qui ont des sols qui sont compactés, il y en a des sols qui retiennent pas assez l'eau, il y en a qui ont des sols qui ont trop de phosphore dedans. Donc, c'est pour ça qu'il existe différentes alternatives comme ça, selon, dans le fond, les corrections qu'on a apportées au sol pour maintenir là, justement un bon équilibre. Donc, il y a plusieurs de nos nouveaux produits, comme par exemple la farine de plume, tout ça, tu disais de la farine de luzerne, où est-ce qu'on appelle ça un peu des ingrédients simples, c'est-à-dire il n'y a pas l'azote, le phosphore, le potassium, il y a certains éléments que ce produit n'apporte pas. Donc, ça permet de faire des corrections plus précises ou d'aller chercher, comme par exemple le sulfomag qu'on va rajouter. C'est du 0,022 avec du magnésium. Le magnésium, c'est très difficile des fois à apporter en fertilisation naturelle, mais là, c'est un produit naturel, une roche qui en contient et qui est très soluble. Fait que ça, c'est un super produit pour les gens, entre autres, qui veulent avoir des tomates de compétition. Donc, amener plus de potasse, mais en même temps de magnésium, qui est essentiel pour la photosynthèse. Les gens, des fois, rajoutaient du sel d'Epsom, tout ça. Fait que ça te permet, en une application, mettons, de mettre ton potassium et ton magnésium. Fait que là, en l'avantage, libération, on est à 4-6 semaines aussi, non, 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 t'en mets juste une fois au début, tu sais, de l'année. OK. Dans le fond, la roche, c'est ça qui est de particulier avec les engrais mécanistes, c'est que tu fais moins d'applications à cause de la nature, dans le fond, des produits Du qui côté vont se minéral, libérer ouais. sur une plus longue période de temps. Fait que si Mmh. là, vous avez déjà des bonnes pratiques, vous mettez du compost, vous faites des engrais verts, tout ça, vous avez une bonne fertilité de base, mais ça vous permet de faire juste 2 applications d'engrais pendant la saison et de réussir à soutenir, dans le fond, le même Mmh. niveau de croissance. C'est ça qui est intéressant. Puis, tu sais, juste parler de la farine de plume, c'est riche en protéines, donc ça vient booster vraiment la vie du sol. Fait que plus vous allez travailler avec des matières différentes comme ça, puis que vous allez utiliser les matières organiques que vous avez sur votre terrain, vos feuilles mortes, tout ça que vous mélangez dans votre sol, bien, vous allez construire cette banque-là de matières organiques, dans le fond, et de réserves en minéraux là, qui va permettre de donner beaucoup de résilience à votre sol. Excellent et le gypse, là, tu as nommé le gluten de maïs, c'était ça? J'ai pas entendu le mot Non, quand tu as c'est dit la l'autre. farine de plume. Non, le gluten, Heu, on l'a fait parce que c'est difficile à trouver en biologique, puis on essaie vraiment que mmh. tous nos produits soient certifiés biologiques. OK et merci de le dire, et le gypse, Le gypse, en fait, c'est du tu sulfate l'as men de calcium. Donc, pour les gens qui veulent améliorer, entre autres, justement, la structure du sol, le calcium, ça vient agir, dans le fond, pour former des petits agrégats. Donc, ça vient améliorer la structure du sol. Le calcium, c'est un élément essentiel pour la construction des parois des cellules. Fait que ça fait en sorte, là, que que ce soit les tiges, que ce soit les feuilles ou que ce soit les fruits, prévenir la pourriture apicale, la maladie du cul ouais, noir c'est qu'on ça. essaie de pas Ouais, j'allais avoir. le dire, ouais. Puis l'autre chose, c'est le soufre qu'elle apporte. Le soufre, c'est un élément auquel on ne pense pas au jardin, mais dites-vous que tous les légumes, les crucifères, donc toute la famille des choux, l'ail, l'oignon, donc tout ce qui sent un peu le soufre à un moment donné dans le processus, ils ont besoin de soufre, puis ça améliore justement la saveur, ça facilite la synthèse de ces protéines soufrées-là. Donc, les gens qui cultivent ces légumes-là, dans le fond, ils ont avantage à rajouter du gypse pour Mmh. favoriser, là, dans le fond, une bonne présence là, de souffle là, dans leur jardin qui est plus Mmh. difficile à avoir, là, je vous dirais, avec des engrais mixés conventionnels. Excellent. C'est Sulpomag le produit que tu as prononcé que je connaissais pas. Oui, oui, C'est ça, le sulfomag riche pour en sulfate, ouais, potassium, magnésium. Fait que c'est une OK. roche, c'est de la langue bénite, c'est une roche qui est riche là, en magnésium puis en potassium là, Mmh. qui est certifié là, en agriculture biologique. Là, donc, c'est quelque chose qui est Excellent. un bel outil pour le jardinier. Ouais. Ouh, et ben, merci, mais,
Merci pour cette heure passée ensemble. Merci pour cette Merci rigueur à toi. scientifique que tu as depuis bien longtemps. Et je pense que, comme tu l'as dit, ça a commencé à tes 16 ans. Et tu as plein d'autres chapitres de vie. Je sais que tu es notamment renommé sur la culture hors sol, même si là, on a plutôt partagé en sol. Donc, ce sera Ouais, peut-être l'occasion pour une autre bah oui, discussion. Et autant vous que nous, on essaie de construire des calculateurs de fertilisation pour que ça soit un peu du travail pré-mâché, toute cette logique, même si on est toujours friand de connaissances dans tous les cas. Mais je pense que tu nous as bien donné 3-4 ans de travail pour modéliser tout ça c'est bon. sur qu'est-ce qu'un bon calculateur de fertilisation, et c'est tant mieux. Merci d'être bio. Merci d'avoir mentionné les engrais verts, notamment pour enrichir son sol, parce que c'est sûr que tu représentes aujourd'hui une entreprise, mais la santé des sols avant tout. Ça fait Et partie de ça. Ouais, c'était toujours bon de rappeler parce que des fois, les implications des engrais verts, on a du mal à les palper. Et je pense que tu as donné plein d'exemples là-dessus. super. Et merci à ceux qui nous écoutent de soutenir le balado. Et n'hésitez pas à télécharger l'application La Main Verte, ou même si vous posez des questions à Actisol, comme vous pouvez le voir, on est en contact et des fois on envoie le message à Héloïse pour avoir des questions encore plus précises, enfin des réponses plutôt. Et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode.